je suis une grande victime. J'ai une grande histoire d'être identifiée à la victime. Chouette. Et j'avais beaucoup d'avantages. Tu confirmes? Ça, c'est une Oui, réalité. tu es très rigolote dans ton truc de victime, donc c'est assez amusant. Ah là là. Tu t'amuses toi-même de ton truc de victime, donc c'est très divertissant. Ouais, voilà, depuis que j'ai compris ce que c'était, etc. Mais donc, j'ai grandi avec des difficultés, des choses difficiles à vivre comme la plupart des personnes. Hein. L'enfance n'est pas forcément un long fleuve tranquille pour tout le monde. Et du coup, ces souffrances de mon enfance se voyaient sans que je puisse le contrôler. Donc, ça veut dire que les animateurs à l'école, les Oui. pions le voyaient, ils venaient me voir. Parfois, les professeurs contactaient ma mère pour dire votre fille, elle ne va pas bien, elle est triste. Ma mère qui disait oh, mais je ne vois pas de quoi vous parlez, elle va très bien, alors que j'étais pas bien du tout. Mais elle ne pouvait pas le voir parce que c'était la norme. Me voir comme ça, pour ma mère, c'est comme elle m'avait toujours vu comme ça, donc elle ne se rendait pas compte que ça, c'est un enfant qui est malheureux. Et ce n'est pas de sa faute d'ailleurs si j'étais comme ça. Hein. Je précisais. Et du coup, une partie de moi, inconsciemment, a découvert tous les bénéfices et les avantages à être perçue comme quelqu'un qui est une pauvre petite fille malheureuse, très triste et qui va pas bien. Bien sûr. Et du coup, toute ma façon d'être et mon identité était si je veux de l'attention, si je veux de l'affection, si je veux qu'on s'occupe de moi, il faut que je parle de tous mes malheurs. Oui. Et sinon, ben, j'ai le droit à rien parce que moi, je ne voulais pas peser sur les autres. Je ne voulais pas, et ça, c'est pour ça que j'étais malheureuse, je ne voulais pas être un poids pour les autres. Oh là là, je viens de faire plein de conscience en disant ça. Et du coup, je gardais tout pour moi pour ne pas leur prendre de l'énergie et du temps parce que je pensais ne pas le mériter. Oui. Et le jour où ma vie a commencé à aller mieux et j'ai commencé à être heureuse, il a fallu que je fasse vraiment cette mutation dans mon identité parce que je perdais beaucoup de bénéfices et d'avantages. Et j'avais pas encore, mais je devais accepter cette perte. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir les gens qui avaient pitié pour moi et qui me disaient oh la pauvre et qui me donnaient de l'attention et de l'empathie, plein de choses comme ça, j'avais des gens qui étaient jaloux de mon bonheur et qui ne mesuraient pas du tout que moi j'avais entre guillemets fait tout un chemin et un travail et que c'était pas et que si j'avais toutes ces belles choses aujourd'hui, c'est que ouais, mais j'ai fait des choses pour en arriver là. Et du coup, j'ai dû accepter qu'on m'envie, accepter qu'on presque on me jalouse sans me battre avec ça. Et je me suis dit, ah ok, c'est une nouvelle identité, je dois renoncer à certains privilèges et je dois accepter que pour avoir ce bonheur-là, eh ben, il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre ce que je vis parce qu'ils ne s'en donnent pas les moyens et qui préfèrent me jalouser. Et après, il y a vraiment… Attends, oui. si je puis me permettre. Tout Ouais. ça s'est passé avant que l'on se rencontre. Ah Et oui. si tu avais fait de la libération quantique sur ces différents points, tu n'aurais pas eu besoin de passer par l'étape des gens qui te jalousent. Parce que la nouvelle identité, c'est pas une nouvelle programmation, c'est pas une nouvelle action que l'on prend, c'est que l'on va enlever, enfin on va accueillir, donc ça va se dissoudre par soi-même, hein, c'est pas, on n'enlève rien et on ne remplace rien, mais l'ancienne identité se dissout et qu'est-ce qui émerge? C'est plus de ton toi authentique. Et le plus de ton toi authentique, plus tu es authentique, plus tu es aligné avec l'amour, et moins les gens vont avoir des réactions négatives envers toi. Donc, tu n'aurais pas eu ces réactions de jalousie et d'envie, etc. Parce que tu aurais été de plus en plus dans ton cœur. Et l'énergie du cœur, elle dissout automatiquement toutes les attaques qui peuvent venir à nous. Si on se fait attaquer, c'est qu'on a une blessure. Et dès qu'on va aller libérer cette blessure, l'accueillir avec amour et avec tendresse, pouf, cette attaque se dissout. Tu vois? Donc, c'est ça que je vois. Et là, je suis vraiment en train de faire des recherches profondes sur ces mécanismes-là pour pouvoir en créer un protocole dont les participants de mon prochain stage vont bénéficier pour, pour vraiment, toi, que tu puisses être dans ta puissance, de rayonner dans ton cœur sans t'attirer de conséquences négatives. Ouais, alors j'ai envie de, comment dire, de peut-être préciser un truc, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Mais évidemment, parce que tout de suite, on avait parlé de ce truc d'être des catalyseurs. Et évidemment, moi, je ne peux pas contrôler comment les gens vont réagir à ce que je vis. Par contre, je peux le prendre personnellement ou pas. Et donc, je peux avoir des mécanismes de défense ou de résistance ou pas. Et
si, par exemple, je ne me sens pas menacée ou je ne me sens pas agressée par les réactions des gens, je peux, comme tu dis, garder le cœur ouvert et du coup, transformer cette remarque que la personne va me faire en quelque chose d'intéressant qui va ouvrir la connexion, où je peux, moi, par mon attitude, faire que la personne s'adoucisse et qu'il y ait quelque chose pour elle dedans, en fait. Je sais pas comment. C'est comme de l'aïkido, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui vient vers moi, mais comme je me sens pas attaquée, on peut aller ensemble dans la même direction. Et du coup, par exemple, au lieu de. Si tu as un truc négatif qui vient en toi, oui, vous pouvez aller ensemble dans la même direction. Et tu peux aussi en profiter pour voir, tiens, qu'est-ce qui correspond à cette attaque? Parce que c'est comme des Legos qui s'emboîtent. C'est pas de ta faute. Mm. C'est pas de ta faute. Tu prends pas le blâme, mais tu en profites pour aller te libérer de l'intérieur et en émerger plus fort. Tout à fait. Ça, c'est ce que j'appelle le cadeau des gens emmerdants. Ouais, c'est les crochets aussi. Quand on a des crochets à l'intérieur et les gens ils viennent, ils s'accrochent dedans, mais le crochet il est là. S'il n'y a pas le crochet, ça glisserait quoi. Et justement, c'est ça l'idée, c'est que je peux pas empêcher les gens d'avoir des réactions si moi je suis heureuse et j'ai plein de choses super chouettes. Par contre, quand ils me le disent, je peux m'intéresser à la personne, dire ah ça te fait envie, t'aimerais vivre ça. Et du coup, hop, passer à autre chose plutôt que moi de me dire bah oui, mais j'ai bien le droit d'avoir ça avec tout ce que j'ai souffert. Tu vois, de se sentir agressé parce que quoi, maintenant on veut empêcher de faire ça, c'est pas parce que tu es malheureux que moi je dois pas être heureuse. Et tu vois, il y a une citation de Colette qui dit quand on est aimé, on ne doute de rien, et quand on aime, on doute de tout. Bah oui, je comprends parfaitement. Parce que la citation, elle veut dire que quand on se sent aimé, quand on sent l'amour en soi, on doute de rien. Que ce soit que la personne t'aime ou non, tu t'en fous en fait, parce que tu as l'amour à l'intérieur de toi. Mais quand tu aimes et que tu as cette espérance, cette attente, que tu penses que l'amour va venir de cette personne, c'est là où il y a le problème, en fait. C'est que tu attends que l'énergie d'amour vienne de l'autre personne plutôt que de se sentir tellement rempli que ça jaillit, une abondance d'amour. C'est ça, c'est ça. Et après, on se rencontre au milieu. Je t'aime, Emmanuel. Ben voilà. Ça me fait penser à cette notion qu'une amie et collègue, Agnès Slowlife, aussi a développée. En fait, elle a une façon de le dire qui me plaît beaucoup, qui est les désirs pleins et les désirs creux. Et en fait, il y a les désirs pleins, c'est comme cet amour-là qui est déjà à l'intérieur de nous, qui déborde. Et le désir creux, c'est comme je manque de quelque chose à l'intérieur de moi et je vais le chercher à l'extérieur, en fait. Et du coup, là, évidemment, on doute parce qu'on est face à l'impuissance, on ne peut pas contrôler les autres. On ne sait pas, on est totalement dans le doute. Du coup, il y a plein d'émotions compliquées qui se passent. Sauf si on les accueille et qu'on les libère. Ouais, exactement. Et alors après, tout d'un coup, tu te sens, ben, tiens, mais j'ai plus besoin de l'autre et je vais aller vers l'autre par désir. Parce que c'est quand même plus rigolo à deux. C'est quand même plus rigolo que tout seul sur sa montagne en train de méditer tout seul. Eh bien, en fait, en méditation, on n'arrête pas de dire, les enseignants n'arrêtent pas de dire que oui, on est là pour accepter ce qui est, même si ce qui est n'est pas ce qu'on veut. Et c'est en acceptant ce qui est là que peut-être ce que l'on souhaite pourra se présenter un autre jour. Mais ça ne se présentera pas tant qu'on n'est pas dans un état d'ouverture à ce qui est. On ne peut pas contrôler ce qui est, par contre, on peut contrôler notre ouverture. Et du coup, je suis dans cette démarche de me dire, ok, au lieu de me dire que c'est pas ce que je veux, ce que je ressens dans mon corps quand je me caresse toute seule, je vais me dire que c'est bien. Je vais aller chercher c'est quoi qui est intéressant, même si je sais qu'il y a un potentiel incroyable avec mon corps. Mon corps est un instrument de musique incroyablement sophistiqué et comme aussi un véhicule comme une moto ou une voiture de très puissante qui peut faire des trucs incroyables. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas de super pilote. Je suis en pilote automatique et donc je n'ai pas de virtuose. C'est ça le problème, c'est que tu es en pilote automatique plutôt que d'être en pilote conscient, monopilote. Ouais, c'est ça. En tout cas, je travaille dessus, mais du coup, ça passe par accepter que les sensations que je ressens sont sympathiques, mais pas extraordinaires, et ordinaires, et pas, tu vois, folles, pas incroyables. Et du coup, c'est vraiment ce travail de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, me dire oui, ça pourrait être mieux, mais ça, c'est ce qui est aujourd'hui, je vais l'apprécier pleinement. Et donner toute mon attention. Et du coup, dire ah oui, mais il y a quand même cette sensation qui est sympathique, il y a quand même ça. Et puis, oui, quand même, etc.
Et ben, c'est un travail et je me dis, et du coup, tous les jours, je fais des petits progrès. Tous les jours, je peux avoir un petit peu plus de plaisir, on va dire. Et sans justifier. Oui, c'est quand même bien. Toi, qui serait un spiritual bypass, qui serait ouais, bon, attends, mais finalement, j'en veux pas tant que ça de la présence de l'autre personne, mais c'est quand même bien ce que j'ai, quoi. Ah oui, non, moi, ça, j'ai Et pas là, ça. ça te permet pas d'être vraiment présent à ce qui. Ah ouais, non. Mais ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est d'être présent avec tes désirs, mais être présent avec les frustrations aussi en même temps. Hop là. Ah Et oui, juste dire, bah, il y a les deux. Ok. ouais. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais. Et alors, la frustration, moi, j'ai découvert un truc, ça te parlera peut-être, tu me diras. C'est que du coup, cette personne, eh ben, j'ai plein de désirs. Et si j'ai peur de déranger la personne, j'ai peur de l'envahir ou d'être trop pour elle et que ça soit trop intense et qu'elle puisse pas tout digérer, eh bien, ou que la personne n'est pas vraiment disponible, ou voilà, eh bien, ou simplement que je peux pas vivre mes désirs parce qu'on est en confinement, on peut pas se voir. Eh bien, en fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à exprimer mes désirs simplement et qui vont venir enrobés de ressentiment, de frustration, de peur. Tu sais, c'est comme, tu as tellement peur d'être rejeté, enfin, ou je vais dire, quand j'ai tellement peur d'être rejeté, mais que je veux quelque chose, ma façon de le dire et de le demander, ça va être genre, bon, ça te dérange pas trop, je voudrais bien que, oui, bon, bah, c'est peut-être mon tour maintenant. Ou, Alors, tu sais ce qui m'amuse vraiment là-dedans, Emmanuel? C'est que c'est toi qui m'as appris à exprimer mes désirs. Et c'est comme ça que j'étais il y a quelques années. C'est ça qui m'amuse énormément. C'était que quand je voulais quelque chose, ça passait par la colère déjà. Tu me demandais ce que tu veux, je suis en colère. Ensuite, j'avais du ressentiment parce que il fallait que je m'exprime et que l'autre n'avait pas deviné ce que je voulais. Toi, j'ai envie que tu fasses la cuisine, n'importe quoi. Hein, toi. Et c'est toi qui m'as appris à exprimer mes désirs. Donc, ça m'amuse énormément que tu me dises ça maintenant. ah Comme bah quoi, ouais, on est vraiment là pour s'entraider mutuellement en général dans la vie. Les gens bah, sont là complètement. pour s'entraider. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que moi, je l'explore là à un niveau que j'avais pas encore exploré. Ça veut dire que si je suis dans une relation où tout va bien et que j'ai pas peur de, etc., je vais dire mes désirs, etc., etc. Et puis là, j'arrive à un point où j'ai dit plein de désirs, ils ont tous été accueillis, c'est ça. Tous mes désirs ont été accueillis, ils ont tous été bienvenus. J'ai même pas eu de non, j'ai pas eu de refus, de rejet. Mais c'est comme si là, je suis au maximum de ma capacité et que du coup, là, j'ai peur parce que je suis jamais allée sur ce terrain-là avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est Oui, tout à limite fait. même. Je réalise, tu sais, j'ai fait un travail en groupe récemment, justement pour que les gens puissent être OK à avoir des désirs, parce que souvent ils ont appris que leurs désirs n'étaient pas acceptables, qu'il fallait réprimer ses désirs, qu'il fallait faire semblant de ne pas en avoir, et puis ils oublient. Ils oublient quels sont leurs désirs. Ce qui était mon cas il y a quelques années quand je t'ai rencontré. Et de faire ce travail de libération pour que tout d'un coup ils se disent ah ben ouais, c'est cool. Non seulement je peux avoir un désir, mais en plus je peux être en sécurité si je l'exprime et faire le travail aussi pour que tout d'un coup leur vision du monde change et que ce soit plus un monde qui soit hostile, mais un monde qui est prêt comme un réceptacle qui n'attend que leur désir, qui est prêt à les aider à satisfaire leurs désirs. Et le désir, ça peut être un désir de co-création, un désir de création d'une action, de n'importe quoi. Mais toi, ce genre de choses, si tu as été un peu traumatisé dans ton enfance, tu vas te dire, bah, laisse tomber quoi. Non seulement mes désirs sont stupides et ils n'ont aucun intérêt, mais en plus, si je les dis, il n'y aura personne qui va rencontrer mon désir. Genre, j'ai envie de faire un webinaire, oh, ben, il n'y aura personne qui viendra. Tu vois. Euh, voilà. Et de faire tout ce travail pour que, ah ben tiens, je vais faire le webinaire, pas pour avoir du monde, mais pour le plaisir de le faire et pour la joie de le partager. Ah, c'est ça, C'est exactement. cool. Et c'est assez cool de voir que, ben, avec ce groupe, on l'a fait, mais en, je sais pas, peut-être une demi-heure, une heure, quoi. De vraiment changer leur perception vis-à-vis de la création du futur. C'est Mm. génial. Et oui, c'est ça, les désirs. Ouais. Pardon, tu voulais finir? Non, non, je disais simplement que c'était génial et c'est un exercice que je fais à chaque fois que j'enseigne un atelier
pour leur permettre de passer. Tu vois, quand tu fais de la libération, tu vas d'abord libérer le passé, mais après, le plus important, c'est que tu puisses utiliser la libération pour créer ton futur. Ouais, ce lien vraiment avec comment on a grandi et l'impact que ça a sur nous aujourd'hui. J'étais à un cours en ligne sur le consentement juste tout à l'heure et les femmes témoignaient de quel était le chemin pour arriver à dire non. Ouais, Et que quand on veut dire non, on n'y a pas forcément accès parce que toutes les fois on a voulu dire non sont associées à des moments traumatiques. Quand on est enfant, on est obligé de changer nos couches, de nous coucher à telle heure, de manger, de boire, de façon qui ne sont pas forcément comme on voudrait. Grandir, c'est aussi, c'est pas notre toute puissance qui s'exprime comme on ouais, veut. mais ça dépend de la façon dont les parents abordent l'enfant. Parce que s'ils font que simplement, hop, ils empoignent l'enfant et puis ils changent ses vêtements, etc., c'est complètement différent comme expérience dans l'enfant que s'ils prennent l'enfant et qu'ils disent je vais enlever ton pull, je vais mettre ton truc, je vais changer tes couches. Et voilà, j'enlève la couche, je vais te nettoyer. Toi, parce que l'enfant, il comprend, hein, même si c'est un bébé, il comprend. Et Mais il tout y a d'un toujours coup, bah, il comprend qu'il y a un partenariat. Je crois que c'est ça le truc, en fait. Est-ce qu'il y a le partenariat ou non? Oui, mais il y a aussi ce moment à l'âge de 3-4 ans où l'enfant découvre qu'il est différent de son parent. Ouais. Il va s'amuser à dire non, à dire non, à dire non, à dire non, non, non. Bah Et oui, puis, c'est il y a des rigolo. choses que l'enfant va faire et qu'il ne peut pas faire. Oui. Et tu vois, tu ne vas pas mettre tes mains dans ton caca, tu ne vas pas goûter. Je veux dire, il y a plein de choses. Moi, j'ai une Des amie qui m'a dit images. non, mais elle a retrouvé sa fille qui avait peint le mur avec son caca. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il y a Pardon. vraiment une limite qu'il faut donner et qui Oui. n'est pas dans le consentement. Oui. Moi, je me suis retrouvée un jour à découvrir une mare de goudron avec une copine. Ils avaient fait la route, mais il y avait un endroit où il n'y avait pas de cailloux, il n'y avait que du goudron liquide. Et ben, on a mis les mains dedans. Bah oui. Vos parents étaient ravis Et donc, il fallait bien l'enlever après et ça a duré beaucoup de temps. avec du beurre. Oui, c'est ça. On a passé beaucoup de temps avec du beurre. Et ben, il n'y avait pas de consentement là. Non, c'était nécessaire, il fallait le faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais Et du encore une fois, ça dépend. Je veux dire, les enfants, les adultes que je vois arriver qui sont traumatisés, c'est parce qu'il n'y a pas eu de partenariat avec le parent n'était pas bienveillant. Mm. Toi, il y a eu une force, il y a eu une domination, et après, bah, tu agis encore en fonction de ces traumatismes de l'enfance, plutôt que de prendre des choix éclairés sur ta capacité d'être présent, que tu n'as pas, puisque tu es encore bloqué sur les incidents traumatisés de l'enfance. Enfin, je rigole, mais c'est pas très rigolo, mais pas de souci. c'est Mais du coup, rigolo une fois qu'on l'a libéré, en tout cas. c'est ça. Et du coup, Mhm. là où je voulais en venir, c'est que du coup, le moment où il faudrait dire non, Ouais, on a toutes les peurs de tous les traumas qui nous figent. Et du coup, parfois, on ne sait même pas qu'on veut dire non. On sait juste que on ne sait pas ce qui se passe. D'un oui. coup, on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non, et ça devient très, très compliqué. Et ça, c'est le signe. Ou alors, sinon, on a peur de dire non. Mais attends, Et pareil, le c'est truc dire. dont tu parles, le premier truc, c'est quand tu es figé, c'est un état du cerveau de survie, ça s'appelle la sidération. Et c'est une des réactions de survie. Quand tu ne peux pas fuir, que tu ne peux pas te battre et que tu es obligé d'accepter ce qui se passe, tu sidères, tu déconnectes, tu dissocies, parce que tu te dis, ben, si je dois mourir, autant que ce soit sans trop de souffrance. Absolument. Ouais. Absolument.